Bonjour à tous et à toutes, ou plutôt bonsoir. Je vois que nous sommes quelques participants. Je peux peut-être attendre une petite minute pour commencer. Fanny est là aussi et vous dit bonsoir dans le chat. Donc moi, je vais, vous faire une petite presse d'une vingtaine de minutes. Vous pouvez m'interrompre quand vous le voulez, donc via le chat ou via les questions et heu et je vous répondrai et Fanny aussi, si elle le souhaite d'ailleurs. Alors, est-ce que j'attends peut-être encore une petite minute? Peut-être. Alors pour ceux qui sont connectés, est-ce que vous voyez bien la première slide? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? J'imagine que oui. Non. Oui, c'est parfait. Merci à toi. OK, écoutez, on va commencer. Donc bonsoir, à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire ISCOM. C'est le dernier de la série, le dernier de l'année. Je suis Julie Aveline, directrice de la spécialisation création et design à ISCOM Paris et je voudrais vous parler ce soir de design, d'innovation et de marque durable. Je vous en parle aussi parce que, pour info, à ISCOM Paris, certains étudiants sont formés à la pensée design, ce qu'on appelle le design thinking donc, au service des marques, qui est une méthode de travail qui se calque sur le travail du designer donc et qui est centrée sur les usages et qui va permettre, d'innover, par et pour l'usager donc et en prenant en compte son contexte de vie. Donc l'idée, c'est de créer des expériences dites sans couture, donc idéales, au plus près des besoins et des attentes, des consos, mais aussi, de leur contexte de vie et donc en attente avec, en adéquation avec notre environnement, plus globalement. Donc il est important de dire et de préciser que, on travaille de cette façon-là à l'école, mais que cette méthode de travail aussi est une posture intellectuelle, hein. C'est une façon singulière de penser l'innovation et de penser la marque et si possible, la marque durable et c'est ce dont je voudrais pouvoir parler avec vous ce soir. Donc encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. Surtout si on n'est pas très, très nombreux, vous pouvez vous permettre, de, venir vers moi sans souci. Deuxième slide, si ça passe bien, vous me dites, si ça passe pas bien, vous me dites aussi. Pour comprendre, mon propos, je voudrais revenir rapidement sur le contexte du design, le contexte qui est le nôtre donc, celui d'une, 3e révolution, on va dire industrielle, et d'une transformation digitale qui serait désormais quand même bien entamée déjà et un contexte au sein duquel finalement tout a un peu changé et tout serait peut-être devenu plat, d'où le titre de cette slide. Le schéma que je vous montre ici, je l'ai piqué à une agence, d'innovation par le design qui s'appelle Faber Novel, il y a bientôt 10 ans maintenant. Mais si je vous montre cette slide, c'est parce qu'elle me semble, importante évidemment et qu'elle n'est pas si datée que ça. Et en fait, elle relate 4 points importants. Premièrement, si vous regardez en haut à gauche, là où il y a écrit, «Posséder, accéder», il y a un changement certain qui s'est opéré dans notre rapport à la possession, qui devient, une simple relation, d'accès et de service. Donc on possédait par exemple, des CD, des disques, des vinyles en dur, on possédait une voiture, un vélo, peut-être on en possède toujours, mais toujours est-il que désormais, on va de plus en plus vers, la location ou en tout cas l'accès à des services comme Spotify, Autolib, Vélib et cetera. Donc la notion, de produit a dérivé vers la notion de service et d'ailleurs la notion de produit de service, par exemple, louer une machine à laver ou un frigo demain chez Darty pour le rendre et pour en changer, font partie en fait des idées d'une, nouvelle circularité industrielle. Bref, tout ça pour dire dans ce petit premier point que la frontière entre produit et service s'est estompée et que les clients,
conséquemment, vont vivre et veulent vivre des expériences, si possible mémorables et si possible, durables. 2e point, en haut à droite, là où il y a écrit «fermé», «ouvert», on est passé d'une forme d'innovation qui était fermée et propriétaire, donc on déposait des brevets, hein, on le fait toujours, mais il y a aussi d'autres façons de faire, en open source, à une approche qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus écosystémique et beaucoup plus partagée. Et on parle d'open innovation dans ce cas-là, mais on parle aussi de bien commun de la connaissance, c'est-à-dire qu'on fabrique en fait ensemble et à plusieurs. Et ça, tant pour le dépôt de brevet que pour le partage de données. Et c'est par exemple, le cas de l'innovation en mode crowdfunding qui était prôné par, Innocentive, une marque que je vous ai mise ici en bas à droite. Mais c'est aussi le fait de, tous les jours partager des données avec, certains réseaux sociaux. Et puis c'est aussi le fait du gouvernement qui, par exemple, via data.gouv.fr va nous, permettre d'avoir accès à certaines données, mais pour aussi proposer des solutions en phase avec ces infos. Troisièmement, les contenus en bas à droite qui sont accessibles partout, tout le temps, sur tous les supports et gratuitement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a complètement, changé notre façon de vivre et qui a changé notre rapport au service et au moment, au temps consacré d'ailleurs, notre rapport à la patience aussi. Ce qui tend, justement à être mis en cause, à l'heure, d'une sobriété à tous les étages et donc aussi d'une sobriété qui serait numérique. Voilà. L'ennemi de Netflix, vous le savez, c'est votre sommeil. Mais aujourd'hui, on tend à se dire que peut-être, cette forme continue de dispense, en fait, de l'information, devrait tendre peut-être à changer et aller vers quelque chose d'un peu plus slow et d'un peu plus, régulé. Et puis enfin, en bas à gauche, le rapport aux autres et aux organisations, là où il y a écrit vertical, horizontal, qui met en avant aujourd'hui des relations entre pairs plutôt que hiérarchiques, donc un modèle qui est plutôt calqué sur celui d'internet justement. Et c'est l'exemple des wikis, hein, Wikipédia, qui permettent de mettre en place un immense savoir partagé plutôt que, d'avoir un savoir descendant qui viendrait de quelques personnes uniquement et qui vous serait, diffusé ensuite. Donc on passe d'une relation qui était, top-down à une relation qui est beaucoup plus verticale et qui était top-down donc verticale, à des relations qui sont beaucoup plus horizontales et donc plus, latérales en fait. Donc ça, c'est plus ou moins le contexte dans lequel on est, à date. Donc une ère du service, de la co-création, du peer to peer, bon, tout ça dans un monde très idéal évidemment. Hem Finalement, le seul domaine où tout cela n'a pas changé, ce serait notre système démocratique, mais ça, ce serait encore un autre sujet et peut-être le sujet d'un autre webinaire un jour. Sur le sujet d'ailleurs de la créativité collaborative et de l'open innovation, comme schéma économique et social, je vous conseille une conf d'un monsieur qui s'appelle Charles Leadbeater, qui était un ancien conseiller, qui a été conseiller de Tony Blair, pardon, et qui a été rédacteur, en chef au Financial Times, pardon, donc qui est britannique et qui a bossé aussi pour le think tank Demos. Et il avait fait une conf en 2005, elle date, mais elle n'est pas si datée que ça et c'est un très, très, une prise de parole super intéressante justement sur, l'avenir de l'open innovation et je vous le mets là dans le chat, le TED Talk en question, vous pourrez le regarder. Voilà. Si ça vous intéresse, ça pourra venir nourrir encore, les propos que je, vous expose ici. OK, prochaine slide. Donc au sein de ce contexte que je viens de décrire et dans le même mouvement, le modèle même de l'entreprise et de la marque ont changé d'axe. On est passé du produit au client, donc du produit au service. On le sait, hein, les 4 P du fameux marketing mix à l'ancienne, le produit lui-même, là où on le vend, comment on le promeut, on en fait la pub et à quel prix on va le vendre, tout ça, ça ne suffit plus. Et donc la marque, va se concentrer de plus en plus sur l'expérience en fait client et donc elle devient, servicielle. C'est-à-dire que l'entreprise, comme la marque, reconsidère la nature même de son métier, non plus manager des produits, mais satisfaire des clients et donc être au plus près de l'usager, de ses besoins, mais aussi de son contexte de vie.
Et aujourd'hui, on ajoute une nouvelle brique, à cette idée de l'expérience, c'est aussi celle de l'expérience soutenable, durable, ou comment la satisfaction client doit rimer avec un impact social, écologique, positif. Hop. Et donc, dans ce contexte de transformation profonde, donc le contexte général que j'ai exposé, celui de l'entreprise et de la marque en particulier, eh bien le design, sa méthode et sa posture semblent arriver à propos. Donc on n'est plus dans justement avec le design dans une posture top-down, donc verticale, mais on est en co-création, donc dans quelque chose de très horizontal et latéral, hein. L'usager au sein du design est partie prenante. L'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'usager pour lui proposer des solutions à propos, eh bien elle est clé. Et l'expert, eh bien c'est l'autochtone. C'est celui qui est là, qui fait, comme vous et moi, sa vie tous les jours et qui a des façons justement d'être et de faire qui intéressent le designer tout particulièrement. Donc le design met l'usager en fait au centre et on se rend bien compte que, cette façon de travailler avec l'usager par et pour lui et avec lui, eh bien, c'est tout à fait en phase avec ce contexte dans lequel on aurait bougé donc. Et puis par ailleurs, en termes de prise de décision, quand on travaille en mode design, on ne travaille pas dans un système en cascade, c'est-à-dire où on doit valider chaque étape et ne plus revenir dessus, mais on travaille par itération et par phase de test. Et c'est le schéma qui est en haut là, avec les étapes de la pensée design. Et dans ce cadre, eh bien, l'acceptation de l'erreur est clé. Le retour en arrière, pardon, est possible. Et d'ailleurs, le plus vite on se trompe, le plus vite on avance. Le fail often, succeed sooner, c'est un des mantras de l'innovation et du design. Donc l'idée, c'est, de tester au maximum et puis, bah, si on s'est trompé, bah, d'aller rechercher, de l'information, pour pouvoir trouver, la bonne solution. Et puis, on ne travaille pas non plus, quand on travaille en mode design, en termes de solutions existantes, donc on ne se repose pas sur ses lauriers, mais on travaille en termes de production de connaissances et donc c'est le propos du schéma du bas, qui compare donc la pensée business classique et la pensée design. Et schématiquement, en fait, dans une pensée business classique, on va avoir X problèmes et on va réfléchir à comment on a déjà résolu ces problèmes et on va réfléchir à ce qui a déjà fonctionné, ce qui a déjà été validé, en y apportant peut-être quelques petites variations, mais on va arriver comme ça à une solution. Et quand on est en mode design, eh ben, on a toujours le même nombre de problèmes, mais on va aller sur le terrain auprès des usagers, auprès du contexte en fait, du problème en fait, pour essayer de le comprendre mieux et de là, on va forcément dégager, bah, plus de problèmes. Mathématiquement, on aura donc plus de solutions possibles et cette façon de travailler, ben, c'est évidemment, une façon de travailler qui, comme je disais tout à l'heure, va produire de la connaissance, mais va aussi nécessiter qu'on aille chercher peut-être, bah, de nouvelles compétences en fait. Et apprendre à apprendre, qui est vraiment aussi une des façons qu'a le designer de travailler, et ben, ça va être dans le design la plus grande des compétences. Et finalement, cet apprendre à apprendre, on se rend compte qu'il est assez intéressant et assez important en termes de posture quand on est face à des inconnus, tels que, ben, les changements qu'on vit actuellement, des changements climatiques, sociétaux et cetera, où on se rend compte qu'il va falloir qu'on aille vers peut-être des solutions auxquelles on n'avait encore jamais pensé, auquel cas il va falloir, apprendre à apprendre. Et à ce titre, Jeff, Bezos, le boss d'Amazon, qui n'a pas raison sur beaucoup de choses, mais sur ce point-ci, disait qu'il y avait, 2 façons, de penser un business. Soit faire un inventaire de ses compétences et se baser sur ces dernières pour grandir, donc on se repose sur ses lauriers. Soit déterminer les besoins de ses clients et travailler à reculons. Donc on va sur le terrain, on va voir ce que les gens disent, même si ça demande justement l'apprentissage de nouvelles compétences. Voilà. En général, pour expliquer, cette façon de travailler, qui est celle du designer et qui permet donc en principe, de façon, encore une fois logique et mathématique, hein, ce n'est que du bon sens, un peu plus d'innovation que dans une pensée classique. On donne l'exemple d'Airbnb. Donc Airbnb, c'est 2007, hein. C'est l'histoire de 2 jeunes designers tout juste, diplômés qui pour, arrondir leur fin de mois se disent que,
que l'offre hôtelière, manque dans la baie de San Francisco versus, le nombre de conférences données annuellement. Que 2, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel pour assister à ces fameuses conférences, pardon. Et que 3, peut-être que certaines personnes seraient en mesure d'accepter un nouveau type d'offre, en tout cas une autre façon d'envisager, l'hôtellerie. Voilà. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'en se basant sur ces constats et en se basant aussi sur leurs besoins, ils se disent: «Mais ce serait peut-être pas mal de travailler sur ces actifs dormants qui sont, le salon ou la pièce supplémentaire qui sert pas dans un appart et au sein duquel on pourrait très bien, installer un canapé-lit, un matelas gonflable et proposer une offre hôtelière, en fait, qui est une autre façon d'envisager l'hôtellerie». Et donc, ils se disent: «Voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que dans notre vie, on se dit que ce serait peut-être jouable». Et évidemment, ils ne se basent pas sur des choses connues, ils ne se basent pas sur un modèle qui existe. Donc ils vont tester, ils vont prototyper et tester. Pour prototyper, ils vont acheter un matelas gonflable, ils vont installer, l'espace, qu'ils vont louer donc, dans leur appartement et puis ils vont faire une annonce sur Gumtree, qui est le bon coin, US quoi, local, avec un prix. Ils vont recevoir une réponse avec un premier client, en tout cas un premier utilisateur et testeur qui va ensuite leur faire des retours et au fur et à mesure, ils vont tester, tester et se rendre compte que, visiblement, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. En y apportant des améliorations, donc on itère, on se trompe, on revient en arrière, on continue et puis pour passer ensuite à l'échelle, c'est-à-dire créer, un site qui va pouvoir mettre en relation, des hôtes et des invités. Voilà et ainsi naît un nouveau modèle qui permet de repenser l'hôtellerie. Si ça avait été une énorme marque, d'hôtellerie justement type, Accor Hôtel pour ne nommer qu'eux, mais je ne leur jette pas la pierre, hein, c'est pas la question. On se serait dit: On va construire un nouvel hôtel quoi». Voilà, on connaît le modèle, on sait comment ça marche, on sait combien ça rapporte et donc on a besoin de plus de chambres, on construit plus de chambres. Mais on ne renouvelle pas l'offre hôtelière, on ne repense pas l'hôtellerie. Avec Airbnb, on est sur, des besoins exprimés, on est sur, les besoins même très, personnels d'un de 2 colocs qui ont peut-être pas assez de sous, et ça combiné à d'autres éléments contextuels et on se dit: Si on teste, si on prototype, on teste, on avance et finalement on se rend compte que ouais, pourquoi pas, il y a peut-être là, une avenue possible. Voilà et donc, c'est en ce sens que, beaucoup d'entreprises issues de la première révolution industrielle se sont penchées sur ces méthodes-là et ont voulu être aidées en pensant de cette façon-là pour justement innover et aller à la vitesse des startups à l'époque. Hem, donc la pensée design et le design, c'est pas nouveau évidemment, hein, on fait du design depuis un petit moment et surtout la méthode elle-même, attendez, je vais essayer de trouver la bonne slide. Voilà. La méthode elle-même du design, en fait, le fait qu'on en fasse une méthode de travail, ça remonte aux années 60 en Californie. Donc ça, c'est le petit moment historique où, hem, où, heu, où où il y a eu un enseignement qui a vu le jour autour, de la pensée design donc, avec une majeure en product design, donc en design produit. Donc on est à Stanford, hein, en Californie. Dont la méthode était vraiment centrée sur l'humain. Donc on design des produits et on met en place une méthode de travail qui est vraiment centrée sur les usages. Et on est à un moment comme ça dans cette université où finalement les ingénieurs vont rencontrer les spécialistes des sciences cognitives et on va comme ça créer une nouvelle façon de travailler. Et c'est, Herbert Simon qui est un futur prix Nobel à l'époque, on est en 69 et qui est chercheur en sciences cognitives par ailleurs, qui explique que le design a ceci de spécifique qu'il est une activité en fait de résolution de problèmes. Il appelle ça une problem solving activity. Et il dit: «C'est pas juste fabriquer des choses, c'est réfléchir à comment je vais, résoudre un problème. C'est réfléchir à comment, en fait, je pose d'ailleurs un problème en fonction de certains usages, en fonction d'un contexte, en fonction de certaines contraintes et je vais essayer de trouver le meilleur problème à poser pour ensuite essayer de trouver la meilleure solution». Voilà et cette façon de réfléchir et de penser n'a cessé de faire des émules depuis et puis dans les années 90, donc là, on était dans les années 60-70, à Stanford, donc au sein du milieu universitaire et dans les années 90, c'est cette agence IDEO, qui est une agence de design, qui va marketer en fait, la pensée design auprès des entreprises,
IDEO, ce sont les premières souris, des ordinateurs Apple, ce sont des télécommandes, des fax, des téléphones portables, enfin un ensemble d'objets finalement qui sont assez, petits finalement, qui tiennent dans une main et puis qui au fur et à mesure du temps vont se rendre compte qu'en fait ils peuvent travailler sur des sujets qui les dépassent et qui dépassent surtout le domaine du produit en lui-même et c'est d'ailleurs ce que dit, Tim Brown dans un livre qu'il a écrit, dans les années 2000, L'esprit design. Tim Brown qui est l'un des boss de IDEO et qui, cité ici, explique qu'une société médicale, par exemple, leur demandait de l'aide pour restructurer, leur organisation, qu'un groupe industriel centenaire leur demandait de l'aide pour mieux comprendre leurs clients, qu'une grande université leur demandait de penser des environnements d'éducation alternatifs. Bref, ils étaient tirés en tant que designers hors de leur domaine de prédilection, le produit donc, mais c'était passionnant puisque ça leur ouvrait de nouvelles possibilités d'avoir plus d'incidence sur le monde et de travailler sur des expériences beaucoup plus globales et qui touchent en fait des domaines beaucoup plus vastes, tels que la médecine donc, tels que l'enseignement, l'éducation et cetera. Cette façon de travailler et de penser, elle est arrivée en Europe, plutôt dans les années, 2000, à la faveur malheureusement de la crise des subprimes et elle est d'abord passée par les écoles d'ingénieurs, donc l'école des ponts à Unity School, puis toutes les écoles de business aussi ont commencé à avoir des cours en pensée design pour réfléchir à comment innover en termes de business et puis les écoles de com, l'ISCOM en premier et puis ensuite, c'est surtout passé par les boîtes de conseil, comme les McKinsey, les Capgemini, les Faber Novel qui, au fur et à mesure, ont intégré en fait des designers dans leurs équipes, donc pour innover, donc au service des entreprises et des marques, ont intégré, ouais, auprès des ingénieurs et des ouais, auprès des ingénieurs tout court, des designers donc. Et donc la promesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'était d'accompagner, la transformation digitale, en marche, qui causait tant de soucis donc, aux entreprises, nées de la première révolution industrielle et à qui on allait promettre, comme je disais tout à l'heure, d'aller à la vitesse des startups, en se concentrant sur les usages. Et aujourd'hui, la question, c'est peut-être un peu moins la vitesse. On va travailler un peu plus sur, une transformation écologique et inclusive des entreprises, mais de la même façon, en se concentrant sur les usages et sur le vivant, au global. Et donc le design a pris toute son ampleur, le design est redevenu, big again, donc redevenu grand, de petits objets dessinés, de téléphones, de fax, de télécommandes, d'iPod et d'iPad. On est passé à en fait, des du travail, du design organisationnel, du design, d'expérience, de service et cetera. Hem, donc cette pratique, cette façon de travailler, cette façon de penser, elle est centrée, comme je le disais, sur les usages. Et pourquoi c'est si important de travailler sur les usages? Je vais vous donner quelques exemples ici. Fondamentalement, c'est parce qu'évidemment, toute innovation qui fait du sens doit se baser sur une réalité, c'est du bon sens. Donc, une innovation qui va se vouloir durable, elle ne peut, qu'être, basée sur des usages. Mais pourquoi c'est si important, en termes plus humains, on va dire, plus en termes aussi psychologiques parfois? Je vais vous donner quelques exemples. Le premier ici, parce que, un usage mal observé, mal anticipé, c'est une expérience, ratée. Ici, Miss Colombie est couronnée, accidentellement Miss Univers en 2015. Elle reçoit sur sa tête la couronne de Miss Univers pendant quelques secondes, qui lui est retirée, pour être, donnée à, Miss Philippines, qui était en fait, celle qui avait été élue Miss Univers ce soir-là. Hem, vous voyez en bas à droite le carton de lecture du présentateur de cet event, ce soir-là, où l'on peut comprendre que l'œil se dirige plutôt sur Colombie que sur Philippines parce que, notre sens de lecture est fait comme ça et que peut-être dans un grand moment de stress comme celui d'un grand événement comme celui-là qui est visionné par des millions de gens, on n'est peut-être pas dans la même meilleure posture pour, pour être dans une lecture, on va dire rationnelle et on va peut-être laisser, son corps faire le travail et hop, son œil se pose sur Colombi et c'est raté. Bref, ce qui veut dire que le carton n'avait pas forcément été rédigé, designé de la meilleure façon pour la meilleure lecture ou pour la lecture la plus intuitive. Et ici, on voit, hein, à «petite échelle» entre guillemets, le travail du designer qui, lorsqu'il ne se focalise pas sur les usages, est-ce qu'il a été testé ce carton? Est-ce que le présentateur est gaucher ou droitier? Enfin et cetera et cetera. De quelle manière est-ce qu'il a été testé ou pas du tout justement?
pour arriver à cette erreur. Pourquoi prendre les usages en compte est important? Deuxième exemple ici, parce que les usagers ne demandent pas leur avis aux urbanistes, ils tracent leur chemin eux-mêmes. Ils sont les experts de leur quotidien. Si on les avait laissés participer, ce parc aurait peut-être été depuis le départ autrement dessiné, hein, raccordé au passage piéton que l'on peut deviner là à droite, là où les voitures sont arrêtées, en face, des maisons d'ailleurs. Mais sans avoir été consulté, eh bien, le parc a été dessiné de façon peut-être, sympathique et agréable et géométriquement, parfaite. Mais au niveau des usages, on voit bien qu'on n'est pas allé, du tout dans le sens, des, trajets et des parcours usagers, quotidiens. Et donc, les gens ont tracé leur propre chemin sans rien demander à personne. Ça veut dire, 2 choses, ça veut dire que les usagers font aussi par eux-mêmes et parfois ne demandent pas leurs avis aux experts. Mais ça veut dire aussi que si on ne les prend pas en compte, ben, encore une fois, on peut se tromper. La première fois, c'était, au détriment d'un présentateur et de la personne qui devait gagner un prix. Cette fois-ci, c'est au détriment d'une communauté qui a du mal à rejoindre, un point A à un point B. Et puis pourquoi les usages, sont-ils à prendre en compte? Eh bien parce que, Hem, ici encore un exemple et c'est le dernier, parce que chaque expérience se vit dans un contexte donné et non pas dans une abstraction industrielle ou chiffrée. Je vous donne un exemple ici, avec ce que j'appelle le dilemme de la noix de coco, qui est un exemple que je pique à Nitzan Weisberg, qui est citée ici et qui, est une, designer, israélienne qui a enseigné à la D-School à Stanford. Et ici, en fait, via ces images, on est exactement dans un parc naturel au Brésil qui se visite par les locaux, mais aussi par les touristes. Et que quand on entre dans ce parc, on est face, à des vendeurs de noix de coco qui vous offrent donc des noix de coco et du lait de coco à boire pour votre promenade. Et quand vous avez fini, de boire votre, noix de coco, vous arrivez devant ces 4 poubelles qui vous proposent ben, les options suivantes: plastique, verre, carton, ou métal. Donc l'idéal, hein, de ce qui peut sortir, d'un supermarché, mais certainement pas, heu, des noix de coco. Et donc on se retrouve coincé parce que soit on pose, sa noix de coco par terre, soit on la met dans la mauvaise poubelle. Hem et donc le parc se retrouve comme ça à l'entrée, à la fin de chaque journée, en fait, avec un amoncellement de noix de coco ou alors des noix de coco mises dans les mauvaises poubelles. Bref, ça ne va pas. Et les autorités du parc vont trouver une solution qui va être de proposer aux vendeurs de noix de coco des petites machines réfrigérées qui permettent de vider le lait de coco des noix de coco et de servir ensuite ce lait de coco dans des verres en plastique ou en carton, en tout cas des verres qui pourront aller dans ces fameuses poubelles. Donc, dans cet exemple, eh bien, en fait, on répond, hein, à l'idéal là de la production industrielle, on répond au monde connu, voilà. Mais on a complètement oublié, le sens et la valeur de l'expérience qui est celui du buveur de lait de coco dans une noix de coco. Et chaque expérience a un sens et une valeur donnée pour une population donnée. Et l'idéal complètement abstrait là, décorrélé de la réalité du monde, qui est celui de la performance industrielle qu'on voit personnifié ici ou plutôt, illustré par ces 4 poubelles, et ben, n'a pas sa place dans une société qui veut être à la fois innovante et durable. Voilà. Dans une société qui voudrait, bah, se concentrer sur la réalité des usages, sur la réalité des besoins, sur les paradoxes aussi et la complexité de l'humain et de son environnement. Et cet exemple, il est là pour vous montrer que, bah, le design, à mon sens, est là par sa façon de et sa capacité à se concentrer sur le réel, il est là pour rapprocher les hommes et les «objets» entre guillemets, en fait, qui les entourent, donc entre les hommes et leur environnement. Et pour revenir à mon propos de départ donc, le design au service de la durabilité et des marques durables. On sait que, aujourd'hui certains défendent la possible réconciliation entre le marché et l'écologie. On parle de croissance verte, et d'autres voient à l'inverse dans la réduction, et donc la sobriété, donc si possible choisie quand même, hein, la seule issue pour une réelle circularité. Cependant, on est bien d'accord que cette sobriété nécessaire touche avant tout
notre capacité, tous là, hein, les uns les autres, à opérer une mutation culturelle, une pirouette qui concerne entre autres notre rapport au progrès et au confort surtout. Et la circularité demande précisément de prendre en compte nos représentations, nos façons d'être et de faire et les conditions qui nous paraîtraient acceptables, hein, de leur remise en cause. Alors devenir un bon mutant, certes, oui, mais comment? Hem Et je reviens sur Nitzan Weisberg, la designer donc israélienne qui a enseigné à la D-School. Elle explique que, 2 notions, clés dessinent en fait le périmètre, de notre statu quo actuel, de ce confort moderne là qu'il est si difficile de repenser face aux défis écologiques qui sont les nôtres. Elle parle d'une part de la performance, c'est le premier point, la première notion, qui dessinerait ce périmètre de notre statu quo et qui serait donc un peu un problème aussi. Donc la performance d'une part et la culpabilité d'autre part. Elle explique que l'industrie des marques n'a pas trouvé encore aujourd'hui une autre façon, d'intégrer la question du durable, si ce n'est en créant des expériences d'achat qui seraient déculpabilisantes ou alors, en se promettant de produire de façon plus efficace et plus performante. Donc, pas s'inquiéter quand on continue à faire dans l'efficace. Or, elle explique qu'évidemment, ça ne change rien en nos habitudes, ça ne constitue pas une réponse durable. Par exemple, faire des voitures à hydrogène ou électriques ou que sais-je, eh bien, c'est continuer à faire des voitures et continuer surtout à promouvoir, par exemple, la voiture comme la voiture individuelle. Donc en fait, on ne change pas l'usage, on ne change en rien, nos modalités en fait de consommation et de vie. Puis par ailleurs, c'est assez grotesque parce qu'en gros, hem, on veut se faire plaisir et puis sauver des arbres et sauver des vies, quoi. Et donc notre confort devient si sacré qu'il devient aussi important que la valeur d'une vie humaine finalement. Et puis enfin, c'est plutôt simpliste et plutôt déterministe parce que la performance, elle va parler le langage des faits et puis pas le langage des possibles. Et elle va réduire souvent les faits à des abstractions. Par exemple, ici, on voit le schéma à gauche, hein, l'américain moyen. Qu'est-ce que l'américain moyen consomme? Qu'est-ce que le français moyen consomme? Je ne sais pas si vous et moi, on est des Français ou des Américains moyens, mais je ne pense pas que ça veuille dire grand-chose concrètement. Et effectivement, l'efficacité, elle oublie l'affect. Et dans un bouquin qui s'appelle Cradle to Cradle, les auteurs expliquent, ils donnent cette petite, anecdote, ils disent que dans une vie pleinement efficace, un dîner italien se résumerait à une pilule rouge et un verre d'eau aux arômes artificiels. Voilà. Effectivement, on aurait, hein, l'idée du dîner italien, mais on ne vivrait peut-être pas l'expérience, telle que souhaitée. Et aujourd'hui, on va tendre à résoudre, nos problèmes en regardant des diagrammes qui comparent des unités comparables, mais qui sont quand même très abstraites ou du moins qui n'ont de sens qu'au sein d'un système d'efficacité et au sein du système d'efficacité auquel elles appartiennent, en fait. Et finalement, la performance et l'efficacité sont toutes relatives. Or, pour proposer des solutions vraiment durables, pour dépasser le statu quo, donc de notre encombrant confort moderne, il faudrait pouvoir se connecter aux façons très complexes qu'ont les gens de créer du sens. Et là, je vous ramène à mon dilemme de la noix de coco. Donc, il faut pouvoir privilégier en fait la qualité à la quantité, parce que la réalité, comme les conditions de l'acceptation d'un monde qui change, ne se basent pas sur des algorithmes, mais sur des critères qualitatifs. La peur, le déni, le désespoir comme l'espoir, la joie aussi, des critères qui sont difficilement objectivables. Mon propos, c'est que demain, ce sont, je pense, aux designers de promouvoir et de jouer ce rôle d'interface entre les hommes et l'industrie. Est-ce qu'elle deviendra demain? Il faut qu'ils reprennent la main sur les ingénieurs, les industriels, les technocrates, pour sortir l'innovation de la toute technologie, la découper du neuf, hein, s'il faut, pour la ramener dans le spectre d'une pratique qui serait centrée sur l'homme et sur les autres qu'humains d'ailleurs, et sur leur environnement au global. En réalité, il n'y a pas de produit ou de service durable. Ce qu'il nous reste à imaginer, ce sont des interactions durables, donc des marques qui se font interface entre les hommes et les objets qui les entourent. Et à mon sens, le design a ce rôle à jouer. Alors vous me direz: «Très bien, mais ils faisaient quoi les designers avant qu'ils ne think et qu'ils ne pensent et qu'ils ne travaillent comme ça?» Et ben, avant tout cela encore,
Le design a une histoire qui est très ancrée dans dans les changements sociétaux et politiques, mais ce serait l'objet d'un autre webinaire. Le design est politique depuis toujours. Quelques exemples quand même, pour conclure. En pleine révolution industrielle en Angleterre et avec pour intention de, contredire, les impératifs, de la révolution industrielle, donc ces impératifs de machinisation à tout rompre, William Morris, designer, écrivait: «N'ayez rien dans vos maisons que vous ne sachiez être beau ou que vous ne pensiez être utile». Et il était designer donc, poète aussi, écrivain, activiste, socialiste, considéré comme l'un des pères du mouvement Arts and Crafts. Il voyait le beau au quotidien comme nécessaire, une beauté pour tous au même titre que l'éducation pour tous. Donc un beau qu'il conciliait avec l'utile, pour un design de sens, un design qui était aussi fait avec l'amour de l'art, parce que ce qui fait du sens vous rend heureux évidemment. C'est tout un discours aussi autour du sens pardon et de la valeur, du travail. Comment on donne du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on fabrique. Hem Et donc du temps de Maurice, le design est déjà engagé dans une amélioration de nos vies, de notre quotidien. 40 ans plus tard, au sortir de la Première Guerre mondiale, l'école du Bauhaus, alors implantée à Weimar, se fixe pour objectif de donner des formes adéquates aux conditions de vie. Il faut reconstruire, rebâtir, être fonctionnel avant tout, faire avec ce qu'on a aussi, avec les matériaux, avec les moyens du bord. Et donc avec pour objectif d'être équitable pour tous, que chacun ait aussi, des conditions de vie agréables, que chacun a des conditions de vie adéquates et que chacun ait les formes adéquates pour ses conditions de vie. La forme suit la fonction, c'est l'adage de la modernité qui est en train de naître là. Autrement dit, tout ce qui est utile et accessible est beau, par nature. Et puis les 30 glorieuses vont passer par là, faire exploser le bonheur par la consommation, un leurre qui évidemment ne va pas être au goût de tous. Et en 71, un homme en colère va s'élever contre les designers eux-mêmes et designer lui-même d'ailleurs, Victor Papanek, publie un livre qui s'appelle Design for the Real World, donc le design pour un monde réel, sous-titre Human Ecology and Social Change, donc écologie humaine et changement social. Et il déclare, il existe des profession plus dommageable que le design industriel, mais elles sont rares et pour lui, oui, le designer doit être conscient de sa responsabilité sociale et morale. Le design, en effet, écrit-il, est l'outil le plus puissant que l'homme n'ait jamais eu pour modeler ses produits, son environnement et par extension sa propre personnalité. En d'autres termes, le problème serait aussi la solution. CQFD. Je vous laisse méditer sur ça. Je vous remercie pour votre écoute et puis surtout, est-ce que vous avez des questions? Je vois que Fanny pose la même question. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'êtes pas très nombreux, donc vous pouvez vous permettre de 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 m'embêter si vous en avez envie et de prendre la parole surtout. Je vois qu'il y a une question qui est en train d'être posée dans le chat. Merci Rebecca. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé sur, le rôle du design au service des marques et puis sur ce qu'on fait et ce qu'on enseigne aussi à l'école en termes de création et de design. Si c'est bon pour tous, eh bien effectivement merci pour votre participation et très belle soirée à tous.